Sens public, édition spéciale consacrée aux élections législatives à moins de 2 semaines du premier tour. On vous propose de décortiquer pendant ces 2 semaines les programmes des principaux partis. Et on commence avec le pouvoir d'achat. C'est toujours la première préoccupation des Français. Et c'est donc forcément un peu la surenchère des promesses, Jonathan Dupriez. Il est la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Alors en vue des législatives, toutes les formations politiques se lancent dans une surenchère de propositions, la plupart très coûteuses et en attente de chiffrages précis. À gauche, le nouveau Front populaire souhaite notamment bloquer les prix de l'énergie et des biens de première nécessité, mais aussi augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 10%. La mesure phare de la gauche reste la revalorisation du SMIC à 1 600 € net par mois. Nous avons toujours proposé, si vous consultez notre programme avec soin, qu'il existe une caisse de péréquation entre les entreprises pour faire en sorte que la charge due à l'augmentation du SMIC soit assumée par les grands groupes, par les grandes multinationales et pas par les petites et les moyennes entreprises. De son côté, le RN compte rendre du pouvoir d'achat aux Français par une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur le carburant, l'électricité et le gaz. Le RN propose aussi d'augmenter les salaires de 10%, une mesure financée par une exonération de charges pour les entreprises. La première mesure qu'on peut prendre tout de suite, c'est les 10% d'augmentation de salaire qu'on propose aux entreprises. Si vous augmentez de 10% vos salariés, et bien sur ces 10%, vous n'aurez pas d'augmentation des charges patronales. Le parti présidentiel vise quant à lui la classe moyenne. Gabriel Attal a promis une baisse de 15% des factures d'électricité dès l'hiver prochain et promet d'exonérer de frais de notaire les primo-accédants pour des propriétés en dessous de 250 000 €. Le Premier ministre plaide aussi pour rehausser le plafond de la prime Macron de 3 à 10 000 € et entend indexer les retraites sur l'inflation. J'ai pris l'engagement, si nous avons une majorité, que les retraites seront systématiquement revalorisées avec l'inflation. On est les seuls à pouvoir prendre cet engagement. Que ce soit extrême droite ou extrême gauche, ils proposent le retour à la retraite à 60 ans qui coûte quasiment 100 milliards d'euros. Les Républicains ne sont pas en reste et veulent eux aussi revaloriser les salaires des Français en réduisant notamment les cotisations sociales pour les salariés touchant moins de 4 200 € net mensuels. La droite reste toutefois divisée sur une éventuelle baisse des taxes sur l'électricité. Que propose-t-il pour notre pouvoir d'achat? C'est le thème de notre débat. On décortique les programmes avec Audrey Goutard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société. Sandra Wabian, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Anne-Sophie Alcive, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef économiste de BDO France et enseignante d'économie à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Je vous propose un sondage. On se doutait un peu du résultat, mais c'est quand même très intéressant de voir que ça ne bouge pas beaucoup. Si on regarde le pouvoir d'achat en tête des préoccupations des Français au moment de voter, c'était juste avant les européennes, sondage Ipsos réalisé pour France Télévisions et Public Sénat, LCP, Assemblée nationale. Le pouvoir d'achat en tête devant l'immigration, la protection de l'environnement et notre santé. Audrey Goutard, on peut imaginer que ça ne va pas changer d'ici au 30 juin. Est-ce que c'est devenu le premier carburant du Rassemblement national ? Clairement, et puis depuis 2022, ce n'est pas nouveau. Et nous, on le voit sur le terrain, dans nos reportages, on voit ces gens qui, finalement, ne disent pas qu'ils sont racistes, ne disent pas qu'ils sont contre l'immigration, mais ils disent on n'en peut plus, on a besoin de vivre dignement. Et cette impression de grand déclassement, c'est ce qui ressort d'ailleurs sur la plupart des enquêtes que l'on retrouve d'année en année, depuis quelque temps. Ce sentiment que, finalement, nos parents vivaient mieux que nous-mêmes et que ce que l'on offre à nos enfants est en fait moins bien, moins clairvoyant et moins d'avenir que ce que nos parents nous ont offert. Et il faut savoir que finalement, il y a un électeur sur 2 à plus de 50 ans. Donc un électeur sur 2 de plus de 50 ans, ça veut dire qu'il a des enfants, peut-être des petits-enfants, lui-même est encore salarié. Bref, il est totalement concerné. Puis il se prend de plein fouet cette crise du travail et du fait que le travail finalement ne rapporte plus autant qu'avant. Sandra Wabian, dans la consommation quotidienne, comment ce déclassement des classes moyennes s'exprime en fait? Sur quel type de produits moins consommés, plus consommés du tout? Alors là où il y a vraiment un effet très net, c'est sur l'alimentation. On a aujourd'hui un Français sur 2 qui dit qu'il se restreint sur son budget alimentation. Pour vous donner une idée, au début des années 80, on était à 10%.
Donc c'est multiplié par 5. Et ça n'a cessé d'augmenter avec un pic au cours des 2 dernières années. Et la consommation alimentaire a baissé de 6% par rapport à 2019. Donc c'est pas du tout négligeable. Alors il y a un petit peu moins de gaspillage, on va faire attention à ce qu'on achète et à ce qu'on consomme, mais il y a aussi de la privation et on a quand même 16% des Français qui sont en situation de précarité alimentaire. Donc c'est pas non plus négligeable. Donc l'alimentation, c'est le premier poste sur lequel il y a vraiment des restrictions et le deuxième poste c'est l'énergie parce que les prix ont beaucoup augmenté, près de 50% en 2 ans. Donc c'est quand même vraiment marqué. Et donc il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont un petit peu atténué les choses, mais c'est vraiment les 2 postes sur lesquels il y a un sentiment de restriction le plus fort. Anne-Sophie Elstif, ça veut dire que l'inflation qu'on subit depuis 2 ans, elle est plus puissante sur ces 2 postes dont on parle. Elle n'est pas homogène, évidemment. Alors en fait, c'est ça la difficulté. C'est vrai que globalement, quand on voit l'évolution du pouvoir d'achat, il reste positif. On est à 1,3% quand on part à l'année prochaine. On a une évolution qui est une des évolutions les plus importantes des autres pays européens. Oui, donc le pouvoir d'achat global progresse en France, mais je suis sûr qu'il y a énormément de nos téléspectateurs et sur les données, donc on va me dire c'est pas ce qu'on ressent, etc. Mais en effet, quand on regarde les chiffres, c'est ça. Pourquoi ? Parce que globalement, donc déjà l'inflation ralentit fortement, notamment dans l'énergie et dans l'alimentaire. L'année prochaine, on va revenir aux 2%, donc on voit qu'on est vraiment sur une pente de décélération. Et puis ce qu'on voit également, c'est que concernant les salaires, vous avez des augmentations de salaires qui sont plus importantes que justement cette inflation actuellement. Ce qui explique aussi qu'on ait une productivité qui baisse, notamment par rapport aux États-Unis. La difficulté, pourquoi il y a ce ressenti ? Parce que c'est ça la question quand on voit les chiffres. Autre élément également, c'est le taux d'épargne des ménages. On est à quasiment 18%, on a 3 000 milliards d'épargne sur les comptes, 3 points de plus qu'avec la crise, donc il n'y a jamais eu autant d'épargne sur les livrets que même avant la crise. Ça rejoint ce que nous disait Audrey Boutard tout à l'heure, cette peur dans l'avenir de ne pas pouvoir offrir mieux à ses enfants. Parce qu'il y a de l'argent. Par contre, ce qui se passe depuis la crise, c'est vraiment une fragmentation de la classe moyenne. Vous avez une partie de la classe moyenne qui a été, entre guillemets, les gagnants de la crise, très protégés. Ça, on y reviendra en détail. Et l'autre côté qui, par contre, a perdu, et là, sont vraiment paupérisés sur l'énergie et sur l'alimentaire. Je vous reposerai la question un peu plus tard, Mathieu. Il y a 2 méprises sur ce sujet. C'est qu'une partie de la population a cru que la crise était un mauvais moment à passer et que les prix redeviendraient comme avant. Donc quand on leur dit que l'inflation décélère ou augmente moins ou que les prix n'augmentent moins, il n'y aura jamais de retour en arrière. Mais des gens pensaient qu'il y aurait un retour en arrière. Puis l'autre méprise, elle est plutôt de la part du gouvernement, qui n'a cessé de comparer aux pays européens. Et c'est vrai que la France a été plutôt moins victime de l'inflation que les pays européens. Mais quand on vit sur le territoire, le relatif n'a pas d'intérêt. Le fait de se comparer, ça ne change rien au fait d'avoir du mal à boucler les fins de mois. Et ça a particulièrement agacé dans l'opinion publique ces 2 sujets-là. Audrey Boutard, sur l'analyse politique, justement, comment vous expliquez un peu de retard pris par Emmanuel Macron sur ces questions de pouvoir d'achat par rapport notamment au Rassemblement national? Parce que je pense qu'il n'a pas anticipé ce qui allait les résultats sur le terrain. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a essayé de protéger, le gouvernement a tenté de protéger, notamment après la crise Covid, de protéger la population de toutes ces explosions. Il y a eu aussi la crise énergétique où tout a explosé de la même manière. Et il a pensé que ces aides allaient pouvoir finalement soulager la population. Mais en fait, le problème, c'est que oui, ça a soulagé un certain temps. Aujourd'hui, ça ne soulage plus, puisqu'on voit bien que le bouclier tarifaire, par exemple, commence à disparaître. Enfin bref, toutes ces aides d'urgence tendent à disparaître. Donc les gens se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils se sentent... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, moins bien lotis qu'avant. Et ce sentiment d'être moins bien lotis qu'avant se traduit très concrètement dans leur vie de tous les jours. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire ne plus pouvoir aller se faire un petit resto. Ça veut dire, pour les plus chanceux, ça veut dire ne plus pouvoir payer des vêtements neufs à ses enfants. Vous voyez, toutes ces petites choses qu'on avait en plus, eh bien, elles n'existent plus. Et c'est ça le sentiment de grand déclassement. Oui. Et je reprends votre analyse que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire que les mesures de protection dont on parle, elles n'ont pas bénéficié de la façon la plus efficace aux classes moyennes inférieures, c'est ça ce que je comprends ? Alors, en effet, elles ont bénéficié, surtout à la fin, plus aux classes moyennes inférieures, parce que l'idée, c'est de recibler, vu que sinon les coûts étaient très importants. C'est paradoxal, c'est-à-dire que nous, on a dépensé quasiment 200 milliards pour justement aider les Français. C'est un des niveaux les plus élevés. Sans cibler suffisamment au début, c'est voilà, ça ? exactement. D'accord. Mais donc là, tout le monde en a profité pour ne pas avoir eu ce sentiment de déclassement. On voit que ça ne marche pas, alors qu'il y a vraiment eu l'argent, on le voit sur la dette. Et donc, ces catégories-là, en effet, ont sentiment de déclassement, parce que très souvent, même si, parce qu'on dit tout ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, le prix de
l'énergie baisse. Il faut regarder le prix de l'inflation, il faut aussi regarder l'évolution de votre salaire. Si votre salaire augmente plus que l'inflation, il y a de l'inflation, mais vous avez aussi plus de revenus. Donc il faut regarder les choses dans l'ensemble. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez un sentiment de déclassement, notamment sur ces catégories-là, qui ont été très impactées par l'alimentaire et par, en effet, l'énergie. Et la poche, on va dire, loisir, elle a été réduite dans un contexte où aussi, on parle des problèmes d'alimentaire, etc. Mais quand on regarde, par exemple, d'autres postes qui ont explosé, par exemple, le nombre d'abonnements à des plateformes par famille. Il y a encore 20 ans, on était à 2-3. Aujourd'hui, on est à plus de 10. Donc forcément, chaque mois, vous avez des coûts annexes sur ce genre de besoins qui n'existaient pas avant et qui viennent en plus que l'alimentaire ou d'autres besoins. Et ça, bien évidemment, vous n'allez pas le retirer parce que voilà, c'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable. Donc c'est pas facile. C'est toujours le problème entre le ressenti. On y revient. Sandra Ouabian, est-ce qu'il y a une forme d'ingratitude d'une partie des Français alors qu'il y a eu un niveau de protection quand même, Mathieu le disait, peut-être plus important dans notre pays face aux crises que dans d'autres? Non, la difficulté, c'est qu'il y a un autre élément dont on ne parle pas suffisamment souvent à mon goût, c'est que, en fait, toutes ces évolutions d'inflation, elles sont venues se greffer sur un budget qui était déjà très lourdement grévé par les dépenses de logement. C'est combien le logement? Le logement, c'est un quart du budget. Et ça a énormément augmenté au cours depuis le début des années 2000. Et donc, on ne peut plus, en fait, parce que de l'inflation, il y en a déjà eu de l'inflation beaucoup plus élevée à certaines périodes, en fait. Mais comme les salaires augmentaient très vite et que le logement était accessible, finalement, on absorbait cette inflation assez facilement. Là, on a des salaires qui évoluent relativement peu. Alors, ils ont beaucoup évolué là sur ces dernières années, mais on sait très bien que ça ne va pas continuer. On n'est pas dans une dynamique très positive. Et puis, à côté de ça, on a des dépenses de logement qui viennent faire que les marges de manœuvre sont assez faibles. Et donc, c'est surtout ça, en fait, qui explique que les ménages se sentent pris à la gorge. C'est pas juste un sentiment, c'est pas que simplement on voit que quand les prix augmentent et on voit pas quand les salaires augmentent. Il y a un petit peu de ça joue aussi, mais il y a aussi surtout ces dépenses de logement. Oui, avec la part du logement, donc un quart du budget moyen des ménages français. Alors, on va poser la question des revenus, augmenter les salaires, si oui, comment, puisque l'un des objectifs de ces débats thématiques jusqu'au premier tour des élections législatives, c'est vraiment de passer au crible un certain nombre de propositions des principaux partis politiques. Alors, l'un des leviers, évidemment, c'est d'augmenter les salaires. Pour y arriver, le Rassemblement national propose d'exonérer les hausses de cotisations patronales dans la limite de 10% et jusqu'à 3 fois le salaire minimum. Voyons du côté du parti LR, les Républicains, réduire les cotisations sociales pour les salariés qui touchent moins de 3 fois le SMIC. Ça représente 4 200 € net. Côté Renaissance, majorité présidentielle, il y a cette première idée, transférer les cotisations sociales des salariés vers la TVA pour augmenter les salaires. Et puis, il y a cet autre levier qui a été évoqué par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, c'était mercredi dernier, augmenter la prime de partage de la valeur, qui est également surnommée prime Macron. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait. Mais je souhaite qu'on continue d'être plus ambitieux pour mieux partager, en quelque sorte, les revenus du travail et de la richesse. Et à ce titre, ce que nous avons pu faire avec des primes sans charge ni impôt, donner beaucoup plus simplement des indépendants jusqu'aux salariés des grands groupes, doit être mis sur la table. Parce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et qui parfois ont des salaires qui restent modestes. Et donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises, de mieux payer leurs salariés sans avoir d'impôts ou de charges. N'y aurait-il pas ces allègements d'impôts et de charges, en tout cas ces suppressions, ils ne le distribueraient pas. Alors on commence par un focus sur cette prime. Gabriel Attal a précisé sur France 2 et devant la presse régionale que le plafond de cette prime qui était de 6 000 € par an, il va passer à 10 000 € par an. Mais alors déjà, première question, est-ce que ça concerne beaucoup de salariés ? Alors non, pas tant que ça. D'ailleurs, on l'a vu sur l'année écoulée. Finalement, en gros, 700 000 salariés ont été concernés par ces primes. Et ces primes, vous l'avez vu, qui étaient jusqu'à... pardon, j'ai un trou, ça passe à 10 000 et c'était 6 000. C'était 6 000, oui. En moyenne, les primes étaient de 500 €. Oui, donc on est très loin du plafond. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas l'État qui donne les primes, ce sont les entreprises. Et les entreprises, effectivement, elles font leurs calculs. Et puis une petite entreprise qui est impactée par l'augmentation, l'explosion des tarifs de l'énergie, etc., c'est compliqué quand même de donner une prime. Et puis une prime, c'est pas une augmentation de salaire. Donc dans l'esprit des gens, là encore, si vous voulez, il y a une bonne volonté du gouvernement qui est affichée, effectivement, en créant ce système de primes. Mais bon, ça n'est pas une augmentation de salaire, c'est-à-dire que ça n'est pas pérenne d'année en année, etc. Donc ce n'est pas la même reconnaissance.
sens. Ouais. Anne-Sophie Alstif, est-ce que ce système, il est effectivement, c'est ce que disait le président de la République, lié finalement à la promesse d'un allègement d'impôts et de charges, de défiscalisation des entreprises? Je pose la question différemment. S'il n'y a pas la défiscalisation, les entreprises le font pas ou très peu? Alors le problème, c'est que ça a été dit, c'est vraiment en fonction de la structure de nos entreprises. 90% des entreprises en France, ce sont des PME, des toutes petites. Donc là, encore une fois, comme c'est elles qui payent, si vous avez une croissance ralentie, moins de commandes, des coûts qui explosent, vous pouvez avoir tous les phénomènes et autres, vous n'aurez pas de prime. Après, en effet, ça existe aussi chez les plus grosses entreprises, mais là, ça représente un nombre réduit de salariés sur l'ensemble des salariés. Et en général, dans ces grandes entreprises-là, les salariés ont déjà de l'intéressement, des primes, on va dire, ont déjà beaucoup d'outils qui existent pour avoir une augmentation de pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que c'est ça un petit peu la difficulté, c'est qu'en fonction de notre tissu d'entreprise, c'est vrai que ce type d'instrument va toucher des gens, mais peu en volume. Oui. Est-ce que ça touche les jeunes? Parce qu'il y a une vraie question sur la pauvreté ou la précarisation de la jeunesse en France, Sandra Wabian. Est-ce qu'une mesure comme celle-là, ça va encore moins toucher les jeunes que les autres, vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, en moyenne, la prime est plutôt aux alentours de 400 € chez les jeunes, alors qu'elle est plutôt à 800 chez les plus âgés. Donc il y a vraiment c'est lié en fait aussi à la hiérarchie des salaires, donc les jeunes sont déjà au départ moins payés. Donc c'est vrai que suivant les types de mesures qu'on va regarder, ce qu'il faut aussi regarder, c'est qui ça va toucher, quels sont les publics, est-ce que c'est pérenne ou pas? Finalement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises mesures sur le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas exactement les mêmes qui vont en bénéficier. Et puis il y a toujours la question, on va évidemment l'évoquer, du financement de ces mesures. Et là, je vais vous présenter une autre proposition, celle du nouveau Front populaire, qui propose donc un SMIC à 1 600 € net. Aujourd'hui, on est à 1 400 € net. L'indexation des salaires sur l'inflation et une augmentation de 10 points du point d'indice des fonctionnaires. Déjà, Audrey Goutard, peut-être un mot de ce SMIC à 1 600 € net. Là aussi, on peut mettre en miroir ce que propose le gouvernement ou une formation politique et puis la réalité du terrain côté entreprise. Ça doit évidemment, et puis faire paniquer quelques patrons, ça. Oui, certainement. Et puis d'ailleurs, on le voit vous avez la grande fédération des patrons, alors c'est la FEP qui aujourd'hui même met en garde contre toutes les mesures qui sont prises actuellement et qui font très peur aux entreprises. Et puis vous savez, le SMIC, c'est un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on parle de smicardisation de la société. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont au SMIC, et ce SMIC qui, vous savez, est le seul indexé à l'inflation, donc a énormément évolué, a énormément augmenté ces dernières années, et finalement, là aussi, ça participe, si vous voulez, au sentiment de déclassement. C'est que des gens qui étaient juste au-dessus du SMIC se retrouvent maintenant smicards, et qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc dire on fait un SMIC à 1 600 €, pourquoi pas? Ça, c'est une proposition effectivement de la gauche. Mais alors, si vous le faites, si vous augmentez ainsi le SMIC, ça veut dire que ceux qui sont juste au-dessus vont demander aussi une augmentation, etc., etc. Donc il va y avoir évidemment un effet boule de neige, et j'imagine un patron de PME ce qu'il peut en penser. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un effet inflationniste de mesures comme celle-là? C'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu ça, et même s'il y a des augmentations, pas forcément, parce qu'il faut voir en effet combien de salariés ça vont en bénéficier, dans quel contexte. Là, même avant la crise, vous étiez dans un contexte de déflation, donc même quand vous aviez des hausses de salaire importants, pas forcément. Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on ne se demande pas pourquoi les gens sont au SMIC et pourquoi ils y restent. Et dans les programmes, il n'y a absolument rien sur la formation. Il faut regarder encore tous les pays, les gens commencent au SMIC, là on dit c'est magique, on va aller à 1 600, et après la personne va rester à 1 600 30 ans. La question, c'est que vous commencez au SMIC, et c'est d'avoir de la formation pour pouvoir ensuite évoluer de salaire et de poste au niveau de votre carrière. Et en France, en effet, on parle de smicarisation, et c'est pour ça que ça a explosé le nombre de personnes qui sont au SMIC, c'est-à-dire que vous arrivez un petit peu à ce SMIC-là, et ensuite, dans l'entreprise, vous êtes condamné, vous gardez ce poste et vous n'avez quasiment pas d'évolution de salaire. Donc à mon sens, c'est beaucoup plus ça le point. Le SMIC, ça doit être une porte d'entrée, ça ne doit pas être la finalité. Le grand enjeu politique, c'est de ne pas tomber dans une situation à l'américaine. Vous savez, ce sont ces gens qui sont tellement peu payés qu'ils finalement reprennent 1, 2, 3 travail pour essayer de survivre. Et en fait, c'est la grande peur, notamment dans les milieux ruraux aujourd'hui en France, c'est cette idée qu'on ne va pas gagner assez, donc être obligé de se paupériser de plus en plus,
plus tout en étant salarié et donc être obligé de multiplier les emplois pour pouvoir survivre. Et donc un SMIC à 1 600 € tel que le propose la gauche, eh bien c'est une solution, mais ça n'est toujours pas un travail qui paye. Ça n'est pas, on n'arrive toujours pas à rentrer dans cette dynamique d'un travail qui paye enfin. Et sur les fonctionnaires, tiens un mot, Sandra Ouabian, est-ce qu'ils se perçoivent comme globalement une classe moyenne en voie de paupérisation ? Oui, est-ce qu'ils se sentent dans cette catégorie ? Bien sûr, ça fait partie des catégories qui sont les plus en retrait, en fait, par rapport à ces questions de salaire, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'indexation du point pendant un grand nombre d'années. Donc chaque rattrapage est considéré comme insuffisant. Mais pour revenir sur le SMIC, ça a un autre effet, c'est un effet de compression, en fait, de la grille salariale. C'est-à-dire que, finalement, les salaires sont un petit peu plus proches les uns des autres. Donc un effet négatif, c'est que ceux qui sont juste au-dessus peuvent se sentir paupérisés, mais un effet positif, c'est qu'il y a moins d'inégalité de salaire. Donc voilà, c'est... Alors il y a un autre grand thème quand on parle pouvoir d'achat, et d'ailleurs c'est le premier sur lequel il y a eu un bras de fer entre le gouvernement et le Rassemblement national, c'est évidemment le coût de l'énergie. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain, qui doit être juste derrière le rideau de Sens Public. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Magique de Sens Public, l'énergie pas chère évidemment, thème majeur de ce tout début de campagne. Et pour cause, Thomas l'a dit, solution à peine prononcée, les Français ont appris que le prix du gaz allait encore augmenter au mois de juillet, plus 11,7% en juillet par rapport au mois de juin. C'est ce qu'a annoncé donc la Commission de régulation de l'énergie. Ça tombe mal en pleine campagne des législatives, d'autant plus que l'énergie est un sujet vraiment sensible. L'année dernière, près d'un ménage sur trois a rencontré des difficultés pour payer certaines factures. Chez les moins de 35 ans, la proportion monte même à un ménage sur deux. En 2023, 26% des foyers français ont souffert du froid. C'est 12 points de plus par rapport à 2020. Beaucoup de Français n'en peuvent plus. Thomas, les interventions pour impayés de factures se sont multipliées ces derniers mois avec ce triste record qu'on va voir pour la première fois en 2023. Les interventions pour factures impayées de gaz et électricité ont dépassé le million. Et que proposent les principaux camps politiques ? De réagir vite, même très vite. D'abord pour la majorité présidentielle en rappelant la mise en place du bouclier tarifaire qui a permis de faire baisser les factures. Coût total depuis l'automne 2021, 72 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Le bouclier prendra fin officiellement en février 2025 et Bruno Le Maire a fait une promesse aux électeurs. Écoutez. Moi, je leur garantis, sans toucher au compte public, qu'en janvier et février prochain, leur facture d'électricité baissera de 10 à 15% parce que nous avons investi. Et le Rassemblement national d'un côté, le nouveau Front populaire de l'autre, estime que ça ne suffit pas. Le RN propose une baisse drastique des taxes. Parmi elles, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, elle est actuellement à 20% sur certains produits. Elle passerait à 5,5% sur l'électricité, le gaz, les carburants et le fioul. Pour Marine Le Pen, la baisse des prix de l'énergie doit être une priorité. Écoutez-la. La première étape, c'est l'urgence, c'est rétablir la vérité de la situation des comptes de la nation, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire baisser la TVA sur l'énergie, parce que c'est aujourd'hui ce qui étrangle nos compatriotes, mais ce qui étrangle aussi nos entreprises. Le Rassemblement national qui promet une baisse des prix de l'électricité d'au moins 40%, déclaration de Jean-Philippe Tanguy, le monsieur économique du RN. Ce matin, même promesse... À gauche alors. Comment ? À gauche. À gauche, effectivement, on va voir maintenant ce qui se passe à gauche. Promesse d'une énergie qui est pas chère. En fin de semaine dernière, le nouveau Front populaire a présenté ses propositions pour les 100 premiers jours. Écoutez Fabien Roussel. Nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Pour le moment, pas de précision vraiment sur les moyens techniques pour aboutir à tout ça du côté du Front populaire qui promet également l'abolition des coupures d'électricité, de chaleur et de gaz hors des trêves hivernales, mais aussi la gratuité des premiers kilowattheures. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces informations. On va reprendre en détail les propositions ou les promesses, parce que c'est un peu la surenchère des promesses quand même. On est en train d'assister à ça, Audrey Goutard. Peut-être
Ce qui donne le tempo, l'analyse politique pour commencer, c'est quand même Jordan Bardella et le Rassemblement national qui donnent le tempo sur ce thème. Bien sûr, et puis c'est sur fond de guerre en Ukraine, et puis c'est sur fond de conflit entre effectivement l'Europe et les extrêmes, et notamment Jordan Bardella qui fait de l'Europe son combat. Donc oui, il accuse l'Europe d'être à l'origine et responsable d'une partie de l'explosion des tarifs. Il accuse également effectivement la guerre en Ukraine, évidemment, qui depuis 2 ans fait objectivement monter les tarifs, et il considère que le gouvernement n'a pas tout fait, et notamment par le nucléaire. C'est-à-dire que tous les propos que ce soit des écologistes, mais que ce soit aussi de l'extrême droite, c'est de dire on ne fait pas assez, soit en renouvelable, soit au niveau du nucléaire, pour alléger la facture des Français. Alors le gouvernement, vous l'avez entendu, propose cet allègement d'ici 2025 parce qu'ils savent très bien qu'on produira de plus en plus grâce au nucléaire. Oui. Anne-Sophie Alstif, quand le Rassemblement national dit qu'il faut déroger aux règles du marché européen de l'électricité, est-ce si simple ? Ça le serait, c'était si simple, puisqu'en effet, les gouvernements l'auraient fait, et c'est un bras de fer, en plus, qu'il y a entre la France et l'Allemagne sur cette question. L'Allemagne, comme vous le savez, qui a été très impactée par ses prix, récession, 60% de dépendance, donc eux, ils sont vraiment dans un mix de diversification, mais c'est très compliqué. Ils ont aussi des problèmes politiques, et toute une partie qui dit de revenir au nucléaire, alors qu'il y avait vraiment la sortie qui était annoncée, donc très grand bras de fer. Et puis là, la peur, c'est une sorte de compétition. Si la France a durablement du nucléaire pas cher, c'est sûr qu'en termes de compétitivité, dans un contexte où l'Allemagne l'est moins, c'est compliqué. Donc après, ça voudrait dire, et Bruno Le Maire, il faut le dire, avait quand même gagné quelques batailles par rapport à ce prix du nucléaire, et notamment avec l'investissement dans le nucléaire en disant c'est une énergie décarbonée, alors que l'Allemagne n'était pas forcément pour. Donc il y a quand même eu des victoires. Mais voilà, la France seule ne peut pas fixer, en tout cas décider seule de ce prix de l'énergie. Sandra Wabian, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur originelle, en quelque sorte, dans l'action du gouvernement, qui a été de ne pas cibler suffisamment on a vu les sommes, les 70-72 milliards d'euros dépensés? Alors c'est toujours compliqué en fait ces questions, parce que si vous ne ciblez pas, le problème c'est qu'évidemment vous avez des effets d'aubaine, c'est-à-dire que les riches en profitent comme les pauvres alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Mais d'un autre côté, si vous ciblez, il y a toute une partie de la population, et notamment les classes moyennes inférieures, qui vont se sentir en fait, qui ont un sentiment d'injustice parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas accès à toutes ces aides. Donc il faut cibler en intégrant les classes moyennes inférieures, pas cibler sur les plus bas revenus. Et puis il y a toujours le problème du seuil. Voilà. Et donc, quel est le seuil pour bénéficier ou pas de ces mesures? C'est jamais très simple. Là, la solution qui était proposée d'avoir un quota au démarrage et ensuite d'avoir des paiements, ça peut être une solution pour justement se dire on cible sur les plus bas revenus, mais on va quand même avoir ensuite des prix qui vont être différenciés suivant les niveaux de revenus. La difficulté, c'est comment on fixe les quotas. Qui va les décider, comment est-ce qu'on décide que tel type de famille a droit à tel type d'énergie ou pas. Voilà, donc c'est sur le principe assez intelligent, sur la mise en œuvre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Toujours sur cette question de l'énergie, Audrey Goutard, côté à gauche, Nouveau Front Populaire, que propose-t-il en la matière? Il y a une logique de blocage des prix, c'est ça? Ça fait partie. Oui, c'est ça. Il propose effectivement de bloquer les prix et de faire en sorte que la population, en tout cas celle qui serait ciblée cette fois-ci, ne paye pas plus et que ça ne bouge pas. Parce qu'effectivement, il part du principe qu'il y a une insécurité énergétique. Et on le voit bien, dans votre démonstration a été intéressante. Aujourd'hui, 1 million de personnes ne parviennent plus à payer leur facture d'électricité. Donc en bloquant, en mettant un palier, un plafond, et bien effectivement, on peut trouver une solution. Et c'est ce que prône le nouveau Front républicain. Le nouveau Front populaire. Il n'y a pas de souci, on va aussi perdre. Il y a trop de fronts et de nouveaux fronts dans cette campagne. Blocage des prix, c'est pas la première fois qu'on en parle. En général, c'est quoi? C'est plutôt dans les périodes de très forte inflation qu'on a sorti cette arme de l'arsenal économique. On l'a vu, par exemple, quand il y a eu l'inflation énergétique et même alimentaire. En Grèce, il a fait des blocages de prix sur certains produits, sur en effet certains types de carburants. On l'a vu avec Total, qui a décidé en tout cas d'aider pour pas que l'essence explose. Donc en effet, c'est souvent quand il y a une très forte hausse, comme on l'a eu donc ces 2 dernières années. Là, c'est vrai que comme on est vraiment sur une décélération importante, c'est ça qui va être compliqué, c'est de maintenir ces mécanismes. Parce que normalement, c'est des mécanismes provisoires. Oui, et puis comment on en sort? Est-ce que les prix augmentent beaucoup plus vite après avec un effet de rattrapage? Comment on le finance? Parce que là, on parle de 10-12 milliards
milliards d'euros. Donc, à chaque fois, le grand problème de ces mesures, c'est que ces 10-12 milliards d'euros que vous mettez, certes, pour le pouvoir d'achat, mais ça ne crée pas de recherche, ça ne crée pas de brevets, ça ne crée pas d'investissement. La question du financement, ce sera notre... Pardon de nous interrompre. Notre dernier thème. Il y a quand même... On parle d'énergie, mais Sandra Wabian, il y a une question autour de ces promesses en matière énergétique et les enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le non-thème de cette campagne. C'était presque le thème repoussoir des européennes, parce qu'évidemment, l'effet prix, il a un effet sur la consommation, et là, on parle aussi d'énergie fossile. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un phénomène de backlash dans la société française par rapport à l'environnement. Donc le backlash, c'est une sorte de retour de bâton quand il y a des avancées dans un sujet. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont commencé à être mises en place sur les questions environnementales, et un retrait de la population qui aujourd'hui n'accepte pas ou n'adhère pas au type de mesures, que ce soit les ZFE, donc les zones à faible émission, que ce soit le DPE, donc le diagnostic dans les logements. Et donc effectivement, les questions environnementales sont mises un peu de côté, et on s'occupe plus des prix aujourd'hui que des questions environnementales. Alors on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, de salaire, d'augmentation de salaire, et puis assez régulièrement, les uns et les autres, vous dites les patrons et les chefs d'entreprise, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils disent dans tout ça? Mathieu, politiquement, ce qu'on peut dire, c'est que les organisations patronales, elles étaient plutôt discrètes. Alors, elles organisent ce jeudi un grand oral de campagne pour les législatives. Jusqu'à présent, c'était mezzo voce. Oui, ils se réveillent. Les patrons. C'est une information de nos confrères du Parisien. Le MEDEF, sous l'égide du MEDEF, mais avec l'ensemble des organisations patronales, il devrait y avoir jeudi ce grand oral avec des candidats aux législatives, en tout cas les chefs de file. L'AFEP, qui est l'association qui regroupe les très grandes entreprises, a pris aussi position aujourd'hui pour dénoncer un risque d'effondrement de l'économie française. Alors que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait que les syndicats de salariés qui avaient appelé à faire barrage à l'extrême droite, appelé à manifester samedi, et que le patronat français avait semblé un peu gêné aux entournures. Pas de grandes interviews, pas de déclarations la première semaine, mais un simple communiqué, dans un premier temps, du mardi dernier, c'était publié par le MEDEF, avec un titre un peu brumeux à mes yeux quand même, pour une réussite économique française européenne, donc on n'est quand même pas dans un grand sens du détail, et le MEDEF annonçait qu'il soutiendrait les projets favorables aux réformes économiques et à l'ambition européenne dans le respect de la démocratie sociale. Oui, c'était resté très vague. Oui, dans ce communiqué, en fait, le MEDEF, il semblait valider le bilan d'Emmanuel Macron et appeler à la poursuite des réformes, mais sans jamais écrire noir sur blanc, évidemment, le nom du président ni celui de la majorité présidentielle, et de la même manière, il dénonçait certains, entre guillemets, qui prônaient par exemple le retour à la retraite à 60 ans ou 62 ans, l'indexation automatique des salaires sur l'inflation dont on vient de parler, ou encore la nationalisation des autoroutes. Mais là encore, pas un nom. On était censé lire entre les lignes dans le communiqué d'aujourd'hui de la FEP, il n'y a non plus pas un nom. On est sur des grands principes. Et tout ça, ça commençait vraiment à énerver le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, qui les accusait de ne pas mouiller la chemise. Alors, changement de pied, on l'a dit aujourd'hui avec la sortie... le changement de pied, pardon, aujourd'hui dans la réaction patronale. Mais en fait, comment il s'explique? Il est lié à quoi? Il est lié pas tellement au Rassemblement national, en fait, mais à la divulgation du programme du nouveau Front populaire. Alors ça fait sortir de ses gonds le patron du MEDEF, qui a fustigé des mesures irrationnelles, dit-il, qui conduiraient à une explosion des déficits, à une perte de confiance en l'avenir. Et c'est donc cet événement, à la fin de la semaine dernière, qui a convaincu les organisations patronales de monter le son, comme elles disent, et d'organiser ce jeudi un grand audit des trois grands blocs aux législatives. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, Mathieu, est-ce que c'est une tradition pour les organisations patronales de ne pas prendre position? C'est variable, mais en fait non. En 2022 comme en 2017 par exemple, le MEDEF avait pris ouvertement fait et cause pour Emmanuel Macron, et avait alerté à l'époque sur les conséquences du programme de Marine Le Pen. Mais là pour le coup, en l'écrivant noir sur blanc, à l'époque, le programme de Marine Le Pen risquait de placer le pays dans une impasse, écrivait le MEDEF. Si on monte encore un peu plus loin, en 2011, la patronne des patrons, Laurence Parisot, elle publie carrément un livre qui s'appelle Un piège bleu marine, ce qui lui vaudra plusieurs critiques en interne, mais ce livre-là, il était chargé de démonter le programme économique du FN. Et au-delà des organisations représentatives, est-ce que les patrons hésitent, rechignent à se prononcer? Alors, sur un plan individuel, j'allais dire, ou sur le plan de leurs entreprises, là oui, ils hésitent beaucoup. Alors pourquoi? D'abord parce que même si certains sont effarés par l'affolement des marchés, qu'a suivi l'annonce de la dissolution et la perspective de l'instabilité politique, certains considèrent que c'est pas leur rôle, qu'ils n'ont là-dedans que des coups à prendre, à exposer ainsi leurs entreprises, voire même que ce serait contre-productif
les patrons vous disent de voter un tel, vous imaginez parfois la réaction de l'opinion. Ce qui est étonnant, c'est que ceux-là même commandent des enquêtes à des instituts de sondage pour avoir leurs propres chiffres sur qui peut remporter les élections, font bosser leurs services juridiques sur qu'est-ce qui se passe si on rétablit l'ISF pour nos cadres. Mais bref, tout cela préfère rester discret. Il y a une autre partie certains ne sont pas loin de partager certaines valeurs et certaines analyses du Rassemblement national, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 20 ans. Et alors, ils ne le diront pas forcément très fort, mais ils partagent, et puis ils se sont rapprochés de ce parti qu'ils ne connaissaient pas du tout. Il faut rappeler que Jordan Bardella, le Rassemblement national, a fait la cour de toutes les organisations patronales pour essayer de se faire entendre et essayer de montrer qu'ils avaient changé. Et puis enfin, il faut le dire aussi, parce que les patrons qui nous vantent, enfin les patrons, les employeurs, les chefs d'entreprise, qui nous vantent la RSE à longueur de brochures et de séminaires, sociétale et ont parfois oublié la responsabilité d'entreprise, autrefois chère à Antoine Riboud, vous vous souvenez, le patron de Danone. On entend dire que Bardella ne serait pas pire que Mélanie, après tout, voilà, et que le reste, en fait, il n'y a pas d'intérêt à se mêler de tout ça. J'allais dire, c'est une affaire de courage. On les entend plus beaucoup, les patrons. Souvenez-vous, dans la réforme des retraites, on les a pas entendus non plus pour soutenir la réforme, alors que certains en privé l'appelaient de leur vœu. On a l'impression que ce qui les intéresse, c'est, j'allais dire, leur compte d'exploitation, la ligne des résultats, davantage que des préoccupations parfois plus citoyennes. Il nous reste quelques minutes dans ce débat. On a beaucoup parlé de propositions, de promesses, mais il y a la question effectivement du financement, critique principale exprimée par notamment certains milieux patronaux face au programme du nouveau Front populaire. Et alors, je vous propose la réponse de Clémentine Autain. Imaginez donc ce pouvoir qui est capable de immédiatement convoquer une conférence sociale pour l'augmentation des salaires. Ça, c'est possible. Imaginez un pouvoir qui vient et qui dit que nous allons indexer les salaires sur l'inflation. Imaginez un gouvernement qui, dans quelques semaines, va pouvoir investir massivement dans les services publics. Et là, vous parliez d'argent. Je vous le dis, dans le budget de l'État, très facilement, nous pouvons trouver 50 milliards d'euros de recettes en faisant baisser les impôts pour les classes moyennes. Ça, nous savons le faire. Et si vous remettez un impôt sur les grandes fortunes, si vous arrêtez de donner des milliards aux grands groupes économiques sans contrepartie sociale et écologique, si vous êtes capable aussi de faire 14 tranches là où il y en a 6 pour rendre l'impôt plus progressif, si vous remettez la flat tax, je ne vous fais pas toute la liste, je vous dis donc solennellement que nous sommes capables de trouver 50 milliards d'euros. Anne-Sophie Alsif, je vous demande de vous mouiller. Est-ce qu'il est dangereux ce programme du nouveau Front populaire? En tout cas, c'est vrai qu'il y a peu de chiffres. En face chaque proposition, quand on demande comment c'est financé ou qu'on regarde, c'est vrai qu'il y a vraiment peu de chiffres. Donc ça, c'est vrai que c'est la grande interrogation. La grande interrogation, c'est un changement de modèle. C'est un changement de modèle. De ne pas avoir de chiffrage? Non, les mesures qu'il propose. Parce que, est-ce que vous l'entendez comme ça, comme un changement de modèle? Pas forcément un changement de modèle, mais c'est vrai que par rapport à la gauche traditionnelle, qui était quand même très pro-business, on a les résultats de la politique pro-business et donc on redistribue. C'est quand même option la social-démocratie. Là, on ne crée pas plus de richesses, mais on redistribue le gâteau qui, ne grossit pas forcément. Plus de taxes. Avec plus de taxes. Ce qui est assez intéressant, c'est en effet, on taxe les plus riches, etc. Quand vous regardez en fait là où ils peuvent, alors vous pouvez toujours très fortement augmenter les impôts. En France, on l'a dit, s'ils veulent vraiment beaucoup taxer, c'est plutôt le capital que le travail, parce que le travail est déjà très taxé. Et là, comme vous le savez, le capital est mobile. Donc même si on va à des niveaux, on se souvient de la fameuse taxe de 75%, je suis assez étonnée qu'on n'en parle pas plus avec François Hollande, qui n'a quand même pas été une grande réussite. Donc là, vous voyez quand même que même si vous taxez tous les plus grands milliardaires, vous n'allez pas remplir le déficit public ni les 3 000 milliards de dettes. Donc ça, c'est compliqué. Et ce que je trouve incroyable, c'est que dans ce programme, il n'y a en effet rien sur l'innovation et rien sur la recherche. Parce que ça, ce sont des moteurs de croissance, c'est ça, et donc de redistribution. C'est vrai que ça, on peut le dire, que sur les partis de gouvernement et autres, il y a vraiment l'idée de dire, voilà, c'est très bien de vouloir tous redistribuer. On voit que tout le monde a beaucoup d'idées pour faire plein de milliards de dépenses, mais il faut d'abord créer de la richesse avant. Et là, on a l'impression que ce premier aspect a complètement disparu. Dans le programme, on voit rien sur l'innovation, rien sur la recherche, c'est rien sur l'investissement dans les secteurs stratégiques. On parle de souveraineté, qu'est-ce qu'on investit, combien, comment. Il n'y a absolument rien sur ces volets, dans un contexte où, je rappelle, l'investissement productif en Europe est négatif. Il est à 3,5% aux États-Unis. Donc on a un déclassement et un décalage qui ne cesse de croître entre la Chine de l'autre côté, mais surtout l'Europe et les États-Unis. Et on n'a dans aucun programme, aucune politique d'innovation et de
recherche. Cet argument-là, attention, danger pour notre économie, c'est l'argument essentiellement d'ailleurs de la majorité présidentielle quand il parle de ce programme du nouveau Front populaire, un peu aussi avec le RN, mais moins, mais un peu moins quand même. Est-ce que ça pourrait mobiliser des électeurs, la peur des conséquences économiques du programme des uns et des autres, des électeurs de la majorité présidentielle évidemment? Est-ce que d'après vous, Emmanuel Macron, c'est un des éléments de sa stratégie si on essaie de comprendre pourquoi il a choisi cette décision? Moi, je vous rappelle qu'un électeur sur deux, donc comme je vous le disais, a plus de 50 ans, donc c'est des gens qui a priori, n'aiment pas qu'on renverse la table. Donc le fait d'arriver en disant, on voit bien, Clémentine Autain, l'objectif, on voit bien déjà que le programme n'est pas encore très travaillé, on n'est pas dans le détail, on reprend un peu des recettes de 2022, ça a été rapide, ils ont des excuses. Mais néanmoins, c'est la relance de la consommation, l'augmentation des dépenses, c'est taxer les plus riches, mais qui seront les plus riches? On est toujours sur notre débat, c'est où est-ce qu'on met le curseur finalement? Donc à qui s'adresse-t-on? Le nouveau Front populaire propose effectivement, vous l'avez entendu, d'avoir plus taxer au niveau des impôts, d'avoir plus de tranches. Plus de tranches, merci. Eh bien, plus de tranches, mais alors comment ça s'organisera? Voilà. Donc toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont au cœur de la réflexion des électeurs, qui, comme je vous le dis, sont des électeurs qui n'aiment pas renverser la table. Donc ça va, je dirais, plus dans le sens du camp d'Emmanuel Macron. Et sur le terrain, on entend on entendait là de futurs députés qui étaient sur le terrain et qui disaient qu'ils n'étaient plus accueillis à coups de pierre, comme vous souvenez-vous, aux dernières élections législatives, et que tout macronistes qu'ils étaient, ils semblaient être accueillis de façon plus cool, j'allais dire, et avec plus d'écoute et d'entente de la part des gens qui les approchaient en disant « oulala, qu'est-ce qui va se passer? On a peur, pourquoi pas rester avec vous finalement ?» En tout cas, dans la majorité, c'est un thème qu'on a identifié pour faire campagne. Il y a une petite vidéo de Gérald Darmanin qui disait en fait, ça va coûter 5 000 € par Français si jamais le Rassemblement national passe, qui était calcul, je ne sais pas comment il l'a fait, au doigt mouillé, en tout cas un argument de campagne qui a été vu, énormément vu, et sur les réseaux sociaux, et qui a interpellé au sommet de l'État, où ils se sont dit, mais en fait, c'est quand même l'angle fiscal qu'il faut prendre pour essayer de limiter la casse. Après, est-ce que les gens y croiront ou pas? C'est une autre affaire. Juste pour finir sur ce sujet, comme on l'a dit, avec la pyramide déjà de la majorité de la richesse en France et immobilière, ce n'est pas une richesse qui est créée par l'entreprise ou par de l'investissement privé. Donc ça veut dire clairement, même si on augmente les taxes, c'est vraiment les taxes sur la propriété et donc sur l'immobilier. Est-ce que les Français sont prêts à ça? Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat thématique. Voilà, chaque soir, un grand thème de campagne avec des experts pour décortiquer, analyser les programmes. Demain, on parle de notre santé. Que nous promeut-il pour notre santé? Voilà, fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h sur Public Sénat. Et notez que Clément Beaune, ancien ministre, député sortant Renaissance de Paris, sera l'invité de la matinale d'Oriane Mancini demain. Belle soirée.